I hope there is someone who wants to ask questions, because we asked our speakers to be as brief as possible, so to give you time for questions, so use it, please. Or maybe the speakers would like to ask each other some questions? No? I cannot see any. Oh, I see one hand back there. So please, do you want a microphone or not? Non, simplement, j'essaie de m'en tenir aux définitions qu'Alain Badiou a données tout au long de ses textes portant sur les catégories et les relations aux ensembles, sur les définitions qu'il a explicitées. Sur la hiérarchie des catégories, moi je pensais plutôt, en citant Nothal et la théorie d'échelle, justement, je pensais à ces échelles catégoriques, c'est-à-dire qu'il y avait un parallèle entre la théorie de la relativité d'échelle, avec cette hiérarchie, cette structuration, et le domaine, c'est le rapprochement que je faisais par rapport à lui. Voilà. Mais effectivement, c'est très important. Ce que je veux dire, c'est que si on prend ce point de vue-là, le problème ontologique rebondit. Parce que bon, ce que tu essayes de définir, c'est, c'est comment on peut avoir une nomination, je ne peux pas dire ontologique parce que c'est le mot très ambigu, mais une nomination des objets à l'intérieur de catégorie par leur relation à leur environnement externe. Et après, tout ça rebondit justement dans la notion d'échelle, ça rebondit à divers niveaux, et je crois que c'est quand même quelque chose d'important. C'est-à-dire que, en fait, le gouffre est sans fond. Le gouffre est sans fond, ça. Le gouffre de l'ontologie est sans fond, parce que ce qui est ontologie à nouveau est problème au niveau d'après ou d'avant. Voilà, c'est ce que je voulais essayer. Il faudra voir si dans le 3e volume d'Alain, il y a une solution spinoziste à cette question. En reprenant Spinoza complètement reboosté par la théorie contemporaine de l'infini et donc des mathématiques dans Spinoza, et pour aboutir à ce qu'on a vu hier ébauché par l'exposé sur le 3e volume. Mais on attend de le lire impatiemment. Alors, comme je disais hier, que pour moi, l'infini est quand même d'abord potentiel. D'abord, je ne veux pas dire que j'ignore l'infini actuel, c'est pas vrai du tout. Mais enfin, il est quand même d'abord potentiel, c'est ça sa grande force. Et donc, si on a une série de niveaux superposés l'un sur l'autre, c'est une nouvelle incarnation de cette ouverture, justement, de cet infini potentiel. Oui, c'est clair. Thank you. Is there? Yeah, there is a question. Doit-on demander des questions en français?
Peut-être deux questions. Okay. Première question pour David. Vous avez parlé d'une ontologie des choses mathématiques. Donc, c'est une sorte de supposition qu'on peut avoir des outils pour résoudre des problèmes préalables. Donc, a priori, les choses continuent, les invariants sont là. Et après, on a des outils pour découvrir. Donc, cette question, c'est de porter les choses qui sont déjà là, d'une quelque manière. Mais dans l'utilisation de la théorie des ensembles pour l'ontologie, c'est toute autre question qui est une sorte d'ontologie qui a une dialectique interne de ZFC. Donc c'est peut-être une question pour comment est-ce que toutes ces transformations mathématiques dont vous avez parlé peut résoudre la différence entre cette voie utile et cette voie d'une ontologie immanente dans la mathématique. Deuxième question pour Norman. Sur le problème le sujet générique. Peut-être le problème où il y a un manque de description pour le mécanisme ou le dynamisme du sujet générique, c'est parce qu'on peut seulement indiquer l'existence d'un sujet quelque part, l'existence des vérités, et une présentation pleine de ça. Donc, voilà, les deux questions. Bon, je commence. En fait, ta question porte précisément sur le décalage entre le slogan « Les mathématiques, c'est l'ontologie » et la théorie des ensembles, c'est l'ontologie. Et tout le problème est là. C'est-à-dire que si on veut dire que les mathématiques sont l'ontologie, alors elles sont toujours l'ontologie. Elles ne sont pas devenues l'ontologie avec la théorie des ensembles. Elles le sont depuis toujours. Et là, on a des répertoires d'objets, comme tu as dit, qui sont déjà là, et qui a priori n'ont rien à voir avec les modèles de ZFC. Donc, il semble que si on veut les récupérer, la seule manière qu'on puisse les récupérer, c'est de dire « Ah oui, mais en fait, même s'ils croyaient qu'ils ne parlaient pas l'ensemble, eh bien en fait, ils parlent l'ensemble, ce qui est la voie traditionnelle que vont faire les mathématiciens, ou depuis Cavaillès, c'est cette lecture récurrente. Mais le problème, c'est que si on dit ça, ça s'applique à ZFC aussi. C'est le début de l'argument. Et notamment, on n'a aucune idée, mais vraiment aucune idée, que les modèles de ZFC sont des modèles des mathématiques. Il n'y a aucun élément pour dire ça. Aucun. En fait, 99% des mathématiques qu'on connaît se font dans des modèles très très faibles. Très très faibles, tout petits, par rapport aux cardinaux très grands, quoi que ce soit. Les parties où on a vraiment besoin de ZFC sont extrêmement rares aujourd'hui. Donc on ne sait pas si cette partie rare, elle est rare constitutivement. Alors à ce moment-là, ça justifierait qu'il faut toute la puissance d'un certain modèle de ZFC, par exemple avec un point cardinal pour l'atteindre, ou si elles sont rares, parce qu'on n'a pas encore réussi à les réduire à des expressions plus simples. Et ça, on ne sait tout simplement pas. C'est une question ouverte. L'effet Fermat, par exemple, a montré qu'on peut faire, si on suppose que tous les ensembles sont mesurables, on arrive à un modèle assez faible de ZFC, et avec ça, on peut faire à peu près toutes les mathématiques qui sont utiles pour la physique. Voilà. Mais il va manquer un petit bout de la recherche mathématique de pointe qu'on ne capturera pas. Voilà. C'est là où se pose la question. Alors, ma réponse en réaction à la réponse de David a à voir avec l'idée du toujours. Et c'est un peu ça que j'essaie de démarquer dans la relation entre l'ontologie et le mathème. C'est-à-dire que ce que j'entends dans le propos de David, c'est quelque chose qui s'insère dans
le contexte du matin, donc de la condition scientifique, alors que l'ontologie, bien qu'elle soit définie comme mathématique, a à voir spécifiquement avec l'objectif de fonder le sujet générique. Et le sujet générique est quelque chose que l'on peut analyser de manière locale dans chacune des conditions. Et évidemment, on peut avoir une connaissance historique d'apparence ou de formation antérieure de sujet générique, mais on ne peut pas prévoir comment le sujet générique va se montrer dans l'avenir. Sinon, on peut faire quelques hypothèses qui sont l'application des syllogismes hypothétiques que Badiou développe dans Méditation 25 que je citais tout à l'heure. Donc ça, c'est pas un problème. Je dis que un des points de vulnérabilité que je vois dans les lectures qui ont été faites a à voir avec cette déception qu'on ne voit pas comment le sujet générique se développe dans le cadre d'une condition. Mais on peut le voir seulement par rapport à des formes antérieures. Alors, c'est la mathématique qui doit être pensée en termes de ce que un modèle mathématique qui doit être pensé comme le modèle de l'ontologie est un modèle qui contient la perspective générique comme faisant partie de sa constitution ou de son extension. C'est dans ce sens-là que je l'entends. Bon, et c'est pour cette raison-là aussi que j'ai mis l'emphase sur l'intrinsèque, l'immanent, et j'ai même poussé l'idée un peu vers l'idée, mais ça c'est un point plus hypothétique. Oui, moi j'ai une remarque à faire à propos de ce que disait David tout à l'heure, qui a dit une chose grave, mais très stimulante, à savoir qu'Alain Badiou serait du côté de Cavaillès et non pas de Lottmann. Et je voulais savoir, parce que Lottmann est évidemment, alors que Alain fait des références à Lottmann souvent, est-ce que tu penses que ça, disons que c'est lié à la question du, je dirais, non-traitement ou non-intérêt explicite ou implicite d'Alain Badiou en ce qui concerne la physique théorique, parce que pour moi la grande différence entre Cavaillès et Lottmann, c'est que Cavaillès n'a aucun intérêt pour la physique théorique, en dehors de la logique, etc., alors que Lottmann traite à la fois des mathématiques utilisées en physique théorique et de ces questions de physique. Ben oui, c'est deux choses qui sont intimement liées, parce qu'en fait, le développement des mathématiques se fait en partie, mais en partie seulement, par la stimulation avec la physique. Et ça, c'est quelque chose qui disparaît complètement du point de vue de Cavaillès, vraiment complètement, puisque c'est le cœur mouvement du concept qui surmonte en fait cette difficulté. Alors que chez Lottmann, c'est constitutif, puisque c'est des idées-problèmes qui le guident, et ces idées-problèmes, on peut tout à fait les avoir en commun entre le mathématicien. C'est l'idée que va reprendre Deleuze. C'est-à-dire que ce qui fait communiquer les sciences, c'est pas du tout que les savoirs ou les arts, c'est pas qu'il y a des systèmes de conditions, comme chez Alain, mais c'est qu'on partage des problèmes, ce qui est assez différent en fait comme approche. Et après, on diffère dans les modes de résolution. Donc je pense effectivement c'est très lié, et pour moi c'est pas du tout la même tradition. Oui, alors ça pose un problème intéressant qui concerne Grothendieck d'ailleurs, parce que on sait que Grothendieck, dans un texte, dit que quand il était jeune, il aurait bien aimé faire de la physique. Bon, il trouvait qu'il n'avait pas les compétences pour ça. Ce qui est intéressant parce qu'on pense en général qu'il ne pense que mathématiques. Et un point qui est important, c'est le lien, les affinités entre la relativité et la théorie, et les théories grothendickiennes, parce qu'il y a un lien fort et étroit. Et donc, disons qu'on retrouve cette question Cavaillès-Lottmann, la question Grothendieck, la relativité, et la position d'Alain par rapport à ça. Voilà, c'était... Là, l'article de John Bell... Sorry, just final remarks from the speakers. If you have just something short you really want to say. No? Okay. Yeah, there was one more question. Do we have time for this? Yeah, okay, so in the middle, yeah.
also responding to David Lavoie's topic. You mentioned the intricate relationship between set theory and category theory. And I recently spent some time looking at, not at algebraic set theory, but at these elementary theory of the category of sets. I think it was developed by Morvier and later, And what's interesting, well, so the elementary theory of the category of sets is basically elementary topos with a natural numbers object. So you can basically state all the features in category theoretic terms. But what's interesting is that it's also written down in a first order formal language. So it's quite similar to ZFC. And yeah, a little bit later it was also shown that it's equivalent in a precise sense of formal logic to ZFC with bounded Zermelo. I won't go into the details. But what's interesting about the categorical set theory is that the empty set doesn't play the same role that it does in ZFC. And as we all know, in ZFC, all the sets are quite literally woven from the, not quite literally, they're metaphorically woven from the empty set. And this is a very important part in the first, a very important idea in the first part of being an event. But in these categorical set theories, which are equivalent, you just have the zero object, and all the other sets, they don't even have elements in the same way that sets have elements in ZFC. It's just arrows from the terminal objects that are the elements. And when I read this, I thought, well, if these two systems are equivalent, then is not the entire theory of the void, which emerges as a reading of ZFC set theory, is it not somehow non-essential to set theory in general? I know that's a bit of a complicated question. No, it's a complement. I mean, there are many ways that you can rephrase set theory into a category theory, and each time you will have the same effect. And the effect, say, we thought it was talking about this, but it's not. And that was the beginning of my talk. So that's exactly, it's another example. There are other examples. Okay, so thank you for the discussion. Let's thank the speakers again. And we have 15 minutes for the coffee break before the last session begins. Thank you.